tous. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Henri Moissinac, que je vais vous présenter rapidement. Henri est entré à Normal-Sup en 1990 par le concours physique. Il a suivi un cursus d'informatique avant d'intégrer à sa sortie de l'école le corps des télécoms. 2 ans après, il soutenait une thèse d'informatique à Télécom Paris. À la suite de son parcours, il a cherché du côté des entreprises innovantes. Il a d'abord travaillé à Paris chez eBazaar, puis il a passé 8 ans en Californie, d'abord chez eBay, puis Facebook, avant de travailler pour Uber à Londres et dernièrement pour Ofo, service de vélo libre-service chinois. Et tout dernièrement, donc l'an dernier, Henri a cofondé avec Maxime Romain une société qui s'appelle DOT, et donc qui est en train d'implanter à Paris depuis 2 mois et en Europe un service de trottinette en libre service. Donc ce soir, Henri va nous parler de l'origine des réseaux sociaux, qu'il connaît bien, puisqu'il a travaillé 6 ans pour Mark Zuckerberg, puisqu'il a lancé et dirigé l'activité mobile de Facebook. Donc je lui donne la parole. Merci d'être venu. Donc moi, je pense que je vais essayer de vous expliquer comment les services de réseaux sociaux, excusez-moi, je suis désolé pour le français, c'est un petit peu difficile pour moi de parler français maintenant. Donc je vais essayer de vous expliquer comment les réseaux sociaux sont nés. On ne va pas parler de la vanité des gens, l'histoire des Grecs et des Romains et tout ça. Mais je vais vous expliquer comment les réseaux sociaux successifs que vous avez vus au cours des 10 dernières années sont arrivés en regardant les lois fondamentales qui régissent les utilisateurs de ces réseaux et les lois fondamentales qui régissent la création de ces services, ce qui doit permettre de comprendre le passé et d'imaginer ce qu'est le futur. En espérant peut-être qu'on aura une loi, la théorie du réseau social faite dans la bibliothèque de mathématiques de Normal-Sup. Alors, en résumé, et pour faire très simple, l'essentiel des humains sur Terre fonctionne selon Darwin, et je vais vous expliquer le Darwin du réseau social dans l'esprit d'un personnage qui utilise les réseaux sociaux. Et c'est une évolution continue et très lente qui s'accélère ces derniers temps. Et c'est complètement l'inverse du côté des entreprises. Ce sont des émergences de nouvelles entreprises du jour au lendemain qui n'existaient pas, qui le lendemain prennent la Terre entière, qui peuvent créer des milliards d'utilisateurs. C'est des entreprises qui vont en ligne droite, qui souvent font des choses complètement différentes les unes des autres, avec beaucoup d'entreprises en parallèle, et qui un peu comme ces droites, qui partent dans tous les sens, régies par la concurrence. C'est en fait complètement fascinant, c'est vraiment 2 modes de fonctionnement opposés. Je vais d'abord parler des utilisateurs, et après je parlerai des entreprises. Alors les utilisateurs, ce qui fait fonctionner l'utilisateur, c'est le capital social. Que vous étiez gréco-romain, au Moyen-Âge, les rois français et maintenant les jeunes dans la rue, c'est le capital social. C'est quelle est la représentation que j'ai autour des gens autour de moi, quelle est l'influence que j'ai. Et pour les générations qui viennent d'arriver sur Terre, le monde s'est accéléré de façon considérable parce que pendant très très longtemps, pendant 2000 ans, l'essentiel du capital social était basé essentiellement sur la richesse des gens. Donc les gens avaient une grosse maison, un gros domaine, un gros château, un gros trône, un bâton, un sceptre. C'était ça la représentation sociale. Et nos parents, ma génération de nos parents, c'était la possession. Il fallait avoir sa maison personnelle, sa maison de campagne, sa première voiture, sa deuxième voiture, son voyage en Thaïlande, les parents. Et les gens accumulaient la richesse. La nouvelle génération, les gens qui ont 25 ans aujourd'hui, 35 ans, ils fonctionnent d'une façon complètement différente. En fait, il y a des plateformes comme Spotify pour la musique. Alors j'ai mis en bas les plateformes de nos parents, et puis j'ai mis au-dessus les plateformes des plus jeunes. Donc nous, on achetait nos CD, je me souviens très bien que j'étais à Normal-Sup, on avait tous nos armoires de CD. Et puis maintenant, les gens qui ont 10 ans de moins que nous, ils ont commencé à acheter des musiques sur iTunes. Et les jeunes, maintenant, en fait, ils ont accès à toute la musique grâce à Spotify, des plateformes partagées. C'est la même chose avec les maisons de campagne. Mes parents, ils voulaient une maison de campagne, 2 maisons de campagne. Plus aucun jeune ne rêve d'avoir une maison de campagne. Il y a Expedia et Airbnb pour partir partout sur Terre. Mes parents avaient une voiture, moi je loue une voiture chez Abyss, et les jeunes maintenant ils utilisent Uber, ils ne pensent même pas à louer une voiture pour une semaine. Et ainsi de suite, on pourrait tout faire comme ça. Nos parents achetaient sur le marché, notre génération fait Picard pour la semaine, et puis les jeunes font Deliveroo pour dans 10 minutes.
Et puis, nos parents avaient des games, des board games, on gardait dans le placard pendant 5 ans. Nous, on avait des consoles, mais il fallait acheter jeu par jeu. Et puis maintenant, en fait, avec Xbox Live, on a tous les jeux de la Terre en quelques instants. Et donc, en fait, ils veulent tout et tout de suite. Et donc, en fait, tout ce que je vous ai, toute cette recherche de capital social qui prenait des années avec l'accumulation des richesses, la géopolitique sociale dans la ville, sur les territoires, mais en fait, maintenant, on s'en fout complètement. Je veux tout de suite, et en général, je l'ai en ligne. Et leur monde, c'est plus le nombre d'euros en banque ou la représentation physique de ces euros à travers des objets, c'est le nombre de personnes à qui ils peuvent parler. C'est le nombre de likes, le nombre de followers sur Instagram et des trucs comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et ce qui est fantastique avec les services modernes, digitaux, et particulièrement le mobile, et on va en parler, c'est qu'on peut accélérer cette propagation d'informations et leur donner un capital social qui est beaucoup plus important que n'importe quel capital de tous les gens dans le passé. Alors, évidemment, tout le monde a compris ça, donc tout le monde essaie de construire des services qui vont donner ce capital social aux utilisateurs. Maintenant, je vais vous parler de comment ces services sont créés les uns à la suite des autres. Et là, c'est complètement différent. Il y a la même accélération, et on parlera de la vitesse à laquelle ça s'accélère, mais l'évolution n'est pas du tout linéaire, c'est pas du tout Darwin. C'est une évolution qui est basée sur ce que moi j'appelle l'innovation orthogonale. Je dis orthogonale parce qu'on est dans une bibliothèque de maths. Bon, pour la plupart des gens, c'est perpendiculaire. C'est-à-dire si vous avez une droite qui est comme ça et l'autre qui est comme ça, les deux droites sont perpendiculaires ou orthogonales. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du surf. J'ai appris le surf en Californie, et l'eau est très froide. Et en général, c'est assez fatigant de faire du surf. Et donc, ce qu'on fait, c'est que quand on est assis sur sa planche, on attend la bonne vague. On n'essaie pas de surfer toutes les vagues, on essaie de surfer la bonne vague. Et toutes les 5 minutes ou toutes les 3 minutes, il y a une vague qui est plus grosse que les autres. Et c'est ça là qu'il faut savoir prendre. Et donc, en fait, le surf, ça ressemble à ça quand vous savez surfer. C'est-à-dire que vous ne prenez pas toutes les petites vagues, vous prenez que les grosses vagues. Et pourquoi? Parce que le vent va pousser l'eau et va créer ces vagues. Donc ça, c'est pour le surf. Mais dans l'informatique, en fait, c'est la loi de Moore. C'est-à-dire le fait de pouvoir faire des processeurs de plus en plus puissants, pouvoir construire des data centers de plus en plus puissants, de faire du software de plus en plus puissant et de plus en plus rapidement, va créer en fait ces vagues d'innovation. Mais le vent pousse l'eau, donc ça fait quelques petites vagues, plus ou moins grosses. De temps en temps, il y a des très grosses vagues, des très gros tsunamis. Et dans l'informatique, en fait, moderne, c'est exactement pareil. Et donc, moi, ce que je vais vous parler, c'est des tsunamis dans l'informatique. Vous allez comprendre comment ces tsunamis ont créé ces réseaux sociaux les uns à la suite des autres. Alors, si on regarde les 15 dernières années, en fait, il y a eu 3 tsunamis. Moi, j'ai eu la chance de participer dans la plupart d'entre eux, un peu comme des stations de métro. Donc, il y a eu l'arrivée du commerce électronique. Et ça, c'est l'arrivée de la caméra digitale et du dial-up Internet. Donc, la caméra digitale, les marchands pouvaient prendre des photos des objets et les mettre sur Internet. Et le dial-up, les gens pouvaient se connecter même sur une petite page web très très basique pour voir ces objets, et on a commencé à faire des transactions. Et du jour au lendemain, le marché du commerce traditionnel est passé en ligne. Et ça a été une énorme création de valeur, que ce soit les sites de commerce comme Amazon ou les sites liés à la pub associés au commerce électronique comme Google. La deuxième grande révolution, deuxième stop de métro, c'est l'arrivée du mobile. Donc avant, en fait, les réseaux sociaux, avant le mobile, il y a eu plein de réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des trucs qui s'appelaient GeoCities. En France, il y avait un truc qui s'appelait chez.com, où les gens mettaient leur page. Il y a eu MySpace. Et MySpace, c'était avant le mobile, et Facebook est arrivé après le mobile. Et donc le fait, les gens, en fait, sont dans les réseaux sociaux, les pages personnelles, les blogs, les websites, tout ça, les connexions n'étaient pas assez rapides. Les gens postaient un truc, puis il leur fallait 15 jours avant d'avoir un like, un comment. Il leur fallait 15 jours avant de retrouver en fait, le retour sur leur investissement en capital social. Ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais avec l'arrivée du mobile, moi je poste une photo, et puis 5 minutes plus tard, en fait, d'autres personnes qui se connectent sur ma page, sur mon Instagram, sur mon Facebook, en fait, voient le résultat de ça, posent un like, un comment, et mon retour sur mon investissement en capital social est instantané. C'est très important de comprendre, en fait. L'homme a toujours voulu du capital social. Le truc, c'est qu'avec le mobile, instantanément, je l'ai beaucoup plus vite. Donc, résultat, je poste plus parce que j'ai encore plus de capital social. Donc, j'ai encore plus de likes et de comments, et le cycle s'accélère. Et donc, il y a vraiment un tsunami qui est l'arrivée du mobile pour le réseau social.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec l'arrivée de Internet of Things, le fait de pouvoir mettre un petit ordinateur dans les voitures, dans les vélos, dans les maisons, dans les frigos, dans toutes sortes d'appareils, plus les connexions permanentes, que ce soit avec la 4G, qui est maintenant pas chère, on peut avoir une connexion pour une 4G permanente pour une machine à moins de 10 € par mois. Et ben vous avez le sandwich au poulet qui se déplace tout seul sur la carte, ça c'est Deliveroo, ou la voiture, le taxi qui vient à vous plutôt que d'aller les chercher. Et donc ça, c'est en train de créer, on est vraiment à cette station de métro aujourd'hui. Ma société est basée sur cette évolution. Donc ce qui est vraiment intéressant avec le réseau social, c'est que vous avez le pré-arrivée de la 3G et le post. Et ça a changé dramatiquement les choses. Alors toutes ces entreprises, tout le monde comprend ça, il y a plein d'investissements, plein d'entrepreneurs. Et la façon dont ça marche pour eux, ça fonctionne comme ça. Si vous avez quelqu'un qui construit une autoroute avec son bulldozer et qui a plein d'argent, par exemple Microsoft, si vous êtes le bûcheron 100 km à l'avance avec votre hache et vous faites une petite route, si votre petite route est dans l'axe de l'autoroute, vous avez 0 chance de survie. Peut-être, si votre route est suffisamment parallèle, mais suffisamment loin de l'autoroute, il y a une chance que vous ayez du trafic sur votre route. Donc, ce que font les entrepreneurs avec leur hache à défricher la forêt, ils n'essayent jamais de faire une route qui est dans l'axe de l'autoroute. Sinon, un jour ou l'autre, l'autoroute va arriver, ça sera terminé. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des entreprises qui sont orthogonales à l'autoroute. Si l'autoroute c'est en bleu, et si vous donc ça c'est Microsoft, c'est Google, c'est Facebook, on parlera ensuite des réseaux sociaux, c'est toutes ces grandes entreprises de la tech. Si vous faites votre petite entreprise dans l'axe, comme par exemple la flèche rouge, vous avez 0 chance de survie. Si vous la faites à 45 degrés, vous avez peut-être une chance de survie. C'est compliqué de faire tourner un autoroute, mais en général, il va tout droit. Et si vous le faites orthogonal à l'autoroute, vous avez une très grande chance de survie. Et donc, un petit peu comme toutes ces droites que j'ai dessinées tout à l'heure sur l'écran, en fait, les seules entreprises qui vont survivre, ce sont celles qui vont partir de façon orthogonale. Et il y a 3 façons de faire ça de façon orthogonale. Le premier, c'est changer l'architecture. Donc, par exemple, vous aviez toute l'époque du logiciel qu'il fallait héberger soi-même, et ça s'est passé dans le cloud, par exemple Oracle versus Salesforce. Vous avez un changement de business model, Orange en France versus Free. C'est le même service, mais Free fait un business model complètement différent. On ne va pas rentrer dans les détails. Uber versus Taxi G7, c'est le même principe, c'est le même service, mais c'est le business model qui change. Et spécifiquement pour les réseaux sociaux, ce n'est ni l'architecture, ni les business models, c'est l'expérience utilisateur. Et donc je vais vous montrer les tsunamis qui se sont produits dans les réseaux sociaux. On va parler du passé comme du futur. Donc, à quoi ça ressemble un tsunami? C'est par exemple Alta Vista qui fait une page basée sur la pub avec toutes sortes de liens. Tout ça, ça devient une espèce d'arbre de Noël. Et puis Google arrive et fait le même service avec une page blanche. Ça, c'est orthogonal. C'est impossible pour Alta Vista de copier ça. Ça serait renier tout son passé. Dans le commerce électronique, c'est eBay qui permet de vendre son iPod vieux. Il y a toutes sortes de liens, c'est un peu compliqué, il faut bider, parfois on se fait outbid, c'est pas top, quoi. Et puis arrive d'un côté l'expérience Amazon, le truc tout marche, c'est très simple, c'est plus cher, mais ça marche. Ça arrive chez vous, il n'y a pas de problème. Ou les services de petites annonces, le bon plan. Une entreprise comme eBay, qui était 7 fois plus gros, quand je travaillais chez eBay, on était 7 fois plus gros qu'Amazon. Maintenant on oublie, hein, on pense qu'Amazon c'est plus gros qu'eBay. Et chez eBay, à l'époque, on rigolait, parce que Amazon, c'était le bûcheron qui faisait un service orthogonal à eBay, alors que nous, on était 7 fois plus gros et on avait l'autoroute. eBay s'est retrouvé coincé entre Amazon d'un côté et le Bon Coin de l'autre côté. Et donc, c'est l'autoroute qui va tout droit, quand les clients veulent aller à droite vers Amazon ou à gauche vers le Bon Coin, et entre les deux, il n'y a plus rien. Et eBay est une société qui meurt aujourd'hui. Alors maintenant, à quoi ça ressemble dans le social networking? Avant l'arrivée du 3G, avant même l'arrivée du 3G, on avait déjà ces évolutions orthogonales. Donc ça, c'est à gauche, c'est MySpace. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu MySpace, mais ça ressemblait à ça. Donc c'était noir et blanc. Moi, je pouvais m'appeler Darth Vader ou je ne sais quoi. Et puis Marc, il a dit, on va faire un truc bicolore, parce que moi, je ne vois pas très bien les couleurs. Donc on va faire bleu et blanc, parce que le reste, je ne vois pas. Et on va faire la vraie identité, et ça va être tellement simple qu'il n'y aura qu'une seule information. Donc ça, c'est encore une innovation orthogonale, c'est impossible pour MySpace de dire, on va laisser tomber tout ce qu'on a construit et on va faire du Facebook. Et puis, on était très heureux chez Facebook, on se débrouillait super bien, donc Facebook à gauche, méga succès. Arrive Twitter, et Twitter, c'est mobile first.
Et là, on se fait innover orthogonalement. Donc ce que nous, on a fait à MySpace, en fait, Twitter nous l'a fait dans le mobile. Alors à l'époque, moi, je travaillais pour Marc, on n'était pas très nombreux dans l'entreprise, et on s'est dit, bon, bah, on va faire du mobile. Donc on a fait du mobile, et on a quand même fait un meilleur job que Twitter. Mais bon, on fait la fête, tout marche bien, on a 1 milliard d'utilisateurs et tout. Et puis, donc voilà, maintenant Facebook, c'est le mobile first, c'est plus le desktop. Il arrive un truc qu'on n'a vraiment pas vu, quoi, c'est Instagram. Instagram, c'est de l'innovation orthogonale. Pourquoi? Parce que nous, on commence à ressembler à cet arbre de Noël avec toutes ses fonctionnalités autour de Facebook. Même sur le mobile, en fait, Facebook était devenu compliqué. Et puis Instagram fait, moi je fais que de la photo, et puis quand Facebook fait de la photo haute résolution parfaite, et ben moi je vais faire que des photos carrées, très simples, faites pour le mobile, pour l'écran mobile, avec des filtres qui feraient que les photos sont moches en fait. Et pas du tout en fait, c'est ce que les gens utilisaient. Et ça c'est de l'innovation orthogonale, c'est le bûcheron qui fait un truc à 90 degrés par rapport à ce que Facebook fait. Et puis alors, on a parlé de Amazon coincé entre les deux, mais alors en fait maintenant c'est pareil pour Facebook, parce que d'un côté vous avez Instagram qui fait la photo et je fais que la photo mobile, et puis de l'autre côté vous avez WhatsApp qui fait je fais du message et je fais que du message et ça marche, et c'est tellement plus simple que Facebook. Vous avez Facebook au milieu, grand moment de doute, exactement comme eBay, est complètement tiraillé, on est l'autoroute au milieu, et puis les utilisateurs veulent partir soit à droite, soit à gauche. Donc bon, pour Facebook, ça a été plutôt simple que pour eBay. On a racheté les deux et puis terminé. Donc, en fait, ce système d'innovation orthogonale, c'est ce qui va vous permettre de prévoir l'avenir. Quand vous regardez, par exemple, l'arrivée de TikTok ou de WeChat, si WeChat arrive à s'étendre autour de la Chine, c'est exactement la même chose. TikTok sera successful s'ils font des choses à 90 degrés de ce que Facebook fait. Donc, c'est pas compliqué. Vous voyez une entreprise qui a du succès, elle est comme ça. Toutes les autres qui font à peu près la même chose, ça n'a aucune chance de survie, et puis il faut partir à 90 degrés. Si ça part à 90 degrés, que ce soit l'architecture, le business model ou la user experience, et ouais, ça sera un énorme succès. Alors à quelle vitesse tout ça, ça fonctionne? Comme on est en bibliothèque de maths, j'ai décidé qu'on ferait les maths. Donc en fait, côté utilisateur, on a parlé de Darwin, c'est une innovation linéaire, c'est tiré par le capital social, et l'objectif, la loi qui fait fonctionner ça, j'ai oublié exactement la loi, mais bon, en gros, plus il y a d'utilisateurs, plus le niveau de partage augmente, qui est accéléré par le mobile, et plus donc le retour sur votre investissement en capital social s'accélère. Et donc il y a cet effet réseau considérable qui fait que Facebook passe de 0 à 2 milliards d'utilisateurs en quelques années. Et côté entreprise, c'est le Moore's Law, c'est le fait de pouvoir faire des processeurs plus rapides, donc des ordinateurs plus rapides, des logiciels de plus en plus rapides, et donc on peut innover de façon de plus en plus rapide. C'est ça qui drive en fait la vitesse à laquelle on voit ces innovations orthogonales. Alors le futur, où est-ce que ça va tout ça? Enfin, comment gagner 1 milliard de dollars? La première chose, c'est qu'il faut faire confiance aux jeunes. Parce qu'en fait, plus on est vieux, plus on est habitué à l'autoroute. Et donc l'idée d'aller prendre sa pelle et sa hache et aller faire le bûcheron dans la forêt, c'est pas quelque chose que les gens font. Il n'y a que les gens qui n'ont pas peur, qui n'ont pas le gérer à passer, qui ont cette capacité incroyable de concevoir des services orthogonalement à ce qui est déjà fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut penser à market size. Il y en a plein qui se sont trompés. Hillary Clinton ou les gens, je ne sais plus comment il s'appelait, David Cameron, qui n'ont pas pensé aux maths. Il ne faut pas faire des services orthogonaux sur des petits marchés. Il faut bien regarder la carte électorale de tout ça, les démographiques, le marché adressable, la taille de ceci, parce que sinon, en fait, on se fatigue à faire du bûcheron pour un petit marché. Ça ne marche jamais, ça. Le troisième truc, c'est qu'il ne faut jamais faire ça de façon incrémentale. Il faut tirer une droite orthogonale en disant voilà où on veut aller. Et ensuite, on retravaille petit à petit, étape par étape, toutes les étapes qui sont nécessaires pour arriver là. Donc c'est par exemple ce qu'on avait fait chez Facebook. On n'a pas dit Facebook, tiens, on va faire quelque chose. On a dit tiens, MySpace c'est comme ça, donc on va faire Facebook comme ça. Instagram, quand ils ont commencé toutes ces histoires autour du fait qu'ils se sont dit bon, on va faire du mobile, on va faire des photos comme ça, et puis tout d'un coup il y a eu cette idée géniale de je vais faire du mobile avec des filters, et hop, c'est tellement différent, je me lance comme ça. Et moi aujourd'hui, ma boîte, on essaie de faire exactement pareil. On regarde ce que font les Américains, on essaie de faire orthogonal et on espère qu'ils ne puissent pas changer la direction. Et le dernier point, c'est de penser au market fit. Ce qui est très difficile dans cette industrie, malgré tous les outils, l'argent, le software, les ingénieurs, tout ça, c'est de comprendre ce que les utilisateurs veulent vraiment. Et souvent, en fait, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une intuition, d'où la règle numéro 1.
de faire confiance aux fondateurs en général qui ont cette intuition. On ne peut pas juste regarder les gens et deviner où est-ce qu'il faut construire les prochaines autoroutes. Voilà. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et je serai ravi de répondre à vos questions. Selon vous, quelle sera la prochaine station de métro? La prochaine étape? Moi, je pense que la prochaine étape, c'est l'intégration de l'ordinateur, pas sur les machines, les voitures et tout comme ça, mais dans le corps de l'esprit humain, dans le corps humain. Donc ça commence par, aujourd'hui, on fait des hanches en plastique. Donc on pourrait très bien imaginer que, par exemple, on puisse faire des genoux, qu'on puisse programmer pour aller plus vite, moins vite, selon l'effort nécessaire. On pourrait peut-être mettre une pile électrique dans le corps des gens pour leur permettre d'avancer plus vite. On commence à en voir les prémices. Les gens font des exosquelettes pour les gens qui sont paralysés. Et donc ça, pour l'instant, la machine est à l'extérieur du corps humain, mais on peut très bien imaginer, en fait, la machine à l'intérieur du corps humain. Le pacemaker, pour moi, c'est la première intégration comme ça. Donc Facebook a détrôné MySpace d'une certaine façon, mais quand vous avez parlé d'Instagram et WhatsApp, vous avez dit que vous les avez rachetés, problème réglé. Quels sont les critères qui permettent le rachat ou une autre façon de régler ce problème justement, de façon à ce que l'autoroute puisse continuer, même quand il y a des autres entreprises qui font des petites routes orthogonales? Alors, pour éviter tout malentendu, le rachat, c'est le fait de accepter le fait qu'il y a une innovation qui est majeure, qui va faire probablement mieux que Facebook un jour, et donc on l'épouse en fait. C'est pas racheter pour tuer. Quand on a racheté Instagram et WhatsApp, on leur a donné toute la liberté pour continuer à croître, et peut-être qu'un jour en fait, WhatsApp et Instagram seront plus gros que Facebook. Je pense que pour revenir à votre question, l'objectif principal, c'est de comprendre en fait quand l'autoroute doit soit faire un partenariat avec la petite route, donc on fait une connexion, comme une bretelle d'autoroute, et puis laisser la petite route, le propriétaire de la petite route continuer son chemin, soit le racheter, et souvent d'ailleurs c'est lui donner les moyens pour développer plus sa petite route. Il y a très peu de cas, ça arrive parfois, il y a très peu de cas où les entreprises en fait rachètent dans le but de tuer la route. Donc c'est plutôt un arbre qui s'étend, au fur et à mesure que l'autoroute s'étend vers l'avant, plutôt que de détourner l'autoroute de 90 degrés, on connecte les routes qui sont autour, soit avec des partenariats, soit avec des rachats. C'était pas exactement la question. En fait, MySpace n'a pas réussi ceci. Comment avez-vous fait à Facebook pour vous en rendre compte, pour le faire, tout ça? C'est peut-être, alors moi je ne dis pas sur MySpace, je ne sais pas, mais je pense que peut-être que MySpace aurait aimé peut-être lancer un deuxième service en parallèle qui aurait fait comme Facebook. Où souvent on voit ça. Les grosses entreprises créent des unités d'innovation sur le côté, plus ou moins indépendantes, pour faire ce genre de petites routes. Quand c'est pas possible de le faire en soi-même, souvent ils essaient de racheter. Il y a toutes sortes ou faire un partenariat stratégique qui permet d'avoir le bénéfice des deux. Et ce qu'il faut, c'est en permanence scanner l'univers autour de soi et comprendre. Et souvent, ce qui se passe, pour revenir à cette histoire d'innovation, quand les petites routes sont proches, en fait, on fait les mêmes fonctionnalités, et puis le bûcheron, avec sa route parallèle, a quasiment aucune chance de survie. Mais si la route est à 90 degrés, c'est vraiment très compliqué. Il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, Google, YouTube, c'est la même chose. Google ne peut pas faire YouTube, donc on épouse YouTube et on les ramène dans la même société. Et pendant même très longtemps, YouTube est resté un service très indépendant de Google. Pareil pour Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Pourquoi vous faites aujourd'hui des trottinettes et pas des robots pour améliorer le corps humain? Eh bien, chacun sa passion, mais par exemple, mon ami Jean-Louis Constantia fait ça, et ce qu'il fait, c'est vraiment super, vous devriez regarder, je vous enverrai le lien après. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la mobilité et le changement dans la ville. Je vois les premiers vélos particuliers, l'arrivée des pistes cyclables ces dernières années à Paris, à Londres et dans les villes, un peu comme le BlackBerry. Et la batterie électrique sur un véhicule électrique, donc sur une petite voiture ou sur un vélo, sur une trottinette ou un truc comme ça, c'est les premiers touchscreens.
Et les trottinettes électriques ou les vélos électriques en libre service, par exemple Vélib électrique ou nos trottinettes électriques, c'est les premiers iPhones. Et aujourd'hui, on est dans cette phase de doute où les gens voient les premiers iPhones mais ne comprennent pas en fait à quel point ça va changer Et je pense que ces choses-là vont changer la ville, comme nos iPhones, les premiers iPhones ont changé la vie des gens. Et quand le premier iPhone est sorti, tout le monde avait des doutes. Et là, c'est exactement pareil. Dans 5 ans, tout le monde verra ça comme un changement majeur dans la ville. Et nos enfants, la prochaine génération, considéreront ça comme acquis. Ou pas. Pardon ? Ou pas. Ah ben, l'avenir le dira. Mais le nombre de... Les vidéos excellentes de Balmer, par exemple, qui, à la sortie de l'iPhone, rigole en disant ça ne marchera jamais. Pas de clavier, pourquoi toucher? Eh ben, il a eu tort. Comment vous pensez que la blockchain va impacter les réseaux sociaux de demain? Et comment une entreprise comme Facebook anticipe les changements liés à la blockchain? Alors, moi, je ne suis plus chez Facebook depuis très longtemps. Et en fait, donc ce que je veux dire, c'est que je ne représente pas Facebook dans ma réponse. Alors, je pense que la blockchain, c'est une technologie majeure qui n'a pas encore trouvé son application en dehors des cryptocurrencies. Est-ce que cette technologie peut impacter les réseaux sociaux ou par exemple les transactions entre entreprises? J'en suis à peu près convaincu. Et j'ai pas encore la vision de comment c'est possible. Je crois que les efforts de Facebook avec Facebook Libra sont vraiment ces premiers efforts de dire j'ai une nouvelle technologie majeure, un peu comme les stops de métro qu'on a vus, et je vais appliquer ça à mon business actuel. Et pour répondre à vos questions, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils créent une unité séparée pour éviter justement que l'autoroute en fait phagocyte les efforts. Et donc en fait ce qu'ils sont en train de c'est de créer eux-mêmes la petite route orthogonale en utilisant blockchain. Après comment ils vont l'utiliser, ça je ne sais pas aujourd'hui. Parce que du coup ça remet en question quand même le modèle économique de Facebook avec l'exploitation des données personnelles. Oui, ben, en fait moi je ne peux pas me répondre à ces questions parce que ma compréhension des efforts de blockchain de Facebook, c'est une entité séparée et je ne sais pas encore comment ils vont l'utiliser. Mais c'est peut-être possible que ça deviendra comme Instagram ou comme WhatsApp, c'est-à-dire une utilisation, un service particulier pour les clients, pour les utilisateurs grand public. Et peut-être que ce ne sera pas du messaging, ce ne sera pas de la photo, ça sera peut-être de la transaction et ça sera un add-on de Facebook. On aura l'autoroute Facebook et puis une branche qui, au lieu d'être créée par un bûcheron tout seul, qui est créée par Facebook lui-même. Moi, c'est pour rebondir un peu, je comprends pas très bien, juste quand vous dites, quand on vous demande, du coup, c'est quoi le prochain tsunami, vous dites, c'est dans les organes connectés. Mais en fait, on est déjà connecté à la technique. Enfin, la technique, c'est une prothèse, en soi. Et je vous invite à regarder plein de philosophes de la technique qui disent, à partir du moment où on a un téléphone dans la main, on l'a aussi dans la tête, et on fait corps avec, en fait. Et tout à fait, peut-être que ce sont les premiers prémices, c'est le métro qui arrive dans la station, ce que vous voyez là. Mais imaginons maintenant que le téléphone ne soit pas sur la table, il soit en permanence, d'ailleurs en fait le mien est tout le temps à côté de moi, même la nuit, hein. Et il me dit l'heure et il donne mon alarme. Oui, et puis, mais imaginons que cet appareil soit au fond de mon corps, peut-être que je pourrais un jour programmer je sais pas, je suis fatigué, je voudrais courir plus vite, je fais un marathon. Je vais changer la puissance de mon muscle artificiel. Je sais pas, ça pourrait être un truc comme ça. Ça me paraît un peu dangereux en fait comme idée. Je sais pas si c'est dangereux ou pas. Parce que dans le sens de l'histoire, on a mis de l'ordinateur dans les grandes salles de calcul, c'est la loi de Moore. On a mis au début, moi quand Lionel et moi on était étudiants ici, les ordinateurs. L'ensemble des ordinateurs normaux. Du coup, ma question c'était, ça ne repose pas sur une analyse, un truc un peu plus poussé que juste, tiens, comment est-ce qu'on pourrait raccrocher la technologie au plus proche encore de nous, quoi. Moi, cette idée de prochaine station de métro, c'est basé sur la loi de Moore, le fait que les ordinateurs vont devenir de plus en plus petits, de plus en plus puissants. Et je vois bien un moment où l'ordinateur qui est dans ma poche, en fait, rentre dans mon corps.
peut-être là, peut-être ça sera à genoux, je ne sais pas. Et ensuite, quand ce niveau de la technologie sera possible, on aura un tsunami, on n'aura pas juste une évolution. Je pense que la vie, ce que vous décrivez aujourd'hui, le fait que les gens sont addicted à leur téléphone, c'est une évolution incrémentale. Quand le téléphone va passer de ma main dans mon corps, je pense que là, on aura un tsunami. Ouais. Je vais juste me permettre d'insérer une petite question, puis je vous donne tout après. Justement, tu parles d'addiction. Moi, j'avais une question à propos de l'addiction. Je crois qu'aujourd'hui, à peu près 99% des revenus de Facebook, c'est la publicité. Et ça engendre du coup un mécanisme qui pousse en fait, qui entretient, qui pousse à avoir un comportement addictif, puisque plus les gens consacrent de temps à Facebook, plus ça rapporte d'argent à Facebook. Donc voilà. Comment est-ce que tu vois les possibilités d'évolution de ce business model pour avoir quelque chose peut-être d'un peu plus harmonieux entre Facebook ou des réseaux sociaux et la population qui est en train de développer des comportements un peu embêtants à long terme? Le problème que tu décris, c'est un problème de société qui est majeur et qui est aussi important que le plastique ou le pétrole. Quand on prend le plastique par exemple, quand les gens ont créé le plastique après la Seconde Guerre mondiale, jamais ils ont imaginé qu'on trouverait du plastique au fin fond des tranchées dans le Pacifique, qu'on aurait du plastique dans tous les aliments, parce que les poissons l'absorbent, les microplastiques, et ce problème est gigantesque. Ça, c'est un problème qui est beaucoup plus grave que ce que tu décris. Et le pétrole, c'est pareil. Quand on a créé les voitures à pétrole, quand on a créé toutes ces usines, tous ces trucs, l'agriculture fonctionne avec le pétrole, et maintenant on essaye de se retirer de cette addiction. Tu vois. Et je pense que l'espèce humaine a cette capacité de créer des nouveaux trucs qui sont incroyables, le plastique et le pétrole, pourquoi pas les réseaux sociaux, et puis il y a des abus. Et mais bon, ce problème d'addiction que tu décris est très réel pour les jeunes, il faut faire très attention. Les parents, même les gens qui sont à la tête de ces services, parlent de comment ils essaient de lutter contre l'addiction de leurs propres enfants. Je pense qu'il y a un retour. L'avantage au moins par rapport au plastique ou au pétrole, c'est que ça, c'est quelque chose qui est facile de corriger. Peut-être pas quand on regarde à la journée près, mais sur une évolution de quelques années, les services font les meilleurs efforts pour intégrer ça. Je suis beaucoup plus préoccupé par le plastique et le pétrole. Mais tu n'as pas répondu. Donc, est-ce que tu vois une possibilité alternative de business model qui ne pousserait pas les réseaux sociaux, Facebook ou d'autres, à développer cette addiction? Oui, mais même au-delà de changer le business model, tu as le fait que plus les gens consomment du contenu, plus le contenu est de mauvaise qualité, et donc finalement ils sont déçus et ils s'en vont. Donc c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, il y a, que ce soit YouTube, Facebook, tous les autres, tout le monde essaie de revenir à un truc qui est du contenu, moins de contenu et plus de qualité pour que les gens restent. Quelle place accordez-vous à l'éthique lorsque vous prenez la décision de construire une route? Souvent, c'est comme le plastique ou le pétrole. Souvent, en fait, les innovations viennent du fait que les gens assemblent les idées les unes avec les autres, et puis on trouve une opportunité comme ça. Et la plupart, l'autoroute n'existe ou la route n'existe que parce que des clients, que ce soit des consommateurs, grand public ou des entreprises, trouvent un bénéfice à ça. Vous êtes en train de dire qu'en fin de compte, vous ne pensez pas aux conséquences négatives? Peut-être, il y a quelques industries qui fonctionnent comme ça, par exemple ceux des armes à feu. Moi, je ne supporte pas, par exemple, la position des Américains sur les armes à feu. Mais le bénéfice consommateur qui a été initialement créé par le plastique ou par le pétrole, on dit en français, outweight, dépasse complètement les problèmes qui ont commencé à apparaître au début. Et les problèmes de santé, qu'est-ce que vous en faites? Oui, mais non, je ne dis pas que tout est parfait. Ce que je dis, c'est que l'espèce humaine arrive à naviguer ces choses-là. Mais au début, votre question, c'est pourquoi les gens créent ces routes et à quoi ils pensent. Souvent, en fait, quand ils créent la route, ils voient les progrès potentiels ou les bénéfices clients à court terme. Et par exemple, dans le pétrole ou dans le plastique, ces gens-là n'ont jamais pensé aux conséquences à terme. Ils voient leur rentabilité financière. Et souvent, la plupart des entrepreneurs, peut-être, sont drivés
par la rentabilité financière, mais surtout par l'expérience client finale. Je suis sûr que les gens qui ont inventé le plastique ou créé les premières voitures à pétrole, en fait, c'était pas pour gagner 3 francs, hein, c'était pour vraiment... C'était un truc révolutionnaire. Le chimiste qui a fait les premiers plastiques, ça devait être très dur. Oui, mais c'est vrai que ce que vous pose la question de la jeune fille, c'est de savoir quelle est l'éthique dans la réflexion, dans l'innovation. Et donc, du coup, la question après, c'est de savoir comment vous en tant que créateur de nouvelles activités, par exemple la trottinette, il y a quand même des enjeux de santé publique derrière qui émergent dans une ville comme Paris, on en entend parler pas mal en ce moment. Du coup, c'est la question de savoir comment, alors là, c'est pas le sujet des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux avec l'addiction, ça pose une question de santé publique aussi pour la jeunesse comme pour d'autres. Tout à fait. Mais tout à fait. Donc, c'est pas un paramètre qui est réfléchi, c'est ce que vous dites finalement. Ce que je pense, c'est que les gens qui créent ce genre de trucs, que ce soit le plastique, le pétrole, les réseaux sociaux, n'importe quel service, ils ont au début, ils sont drivés par l'innovation technologique et les bénéfices des consommateurs. Le fait aussi de le rarement-mettre, le fait que ça marche, il y a certainement une réflexion. Par exemple, nous, dans notre métier aujourd'hui, c'est un métier qui peut être dangereux. Enfin, pardon, le service qu'on fournit, on fait très attention à ce qu'on fait le maximum qu'on peut pour la sécurité. On n'est pas fou. Mon objectif, c'est pas de mettre un engin de mort dans la main des gens. Je ne suis pas l'industrie de... C'est pas comme certaines autres personnes, par exemple, qui vendent des armes au service aux États-Unis. Mais je pense que cette thématique de comment on peut créer les garde-boue en pensant à très long terme, c'est quelque chose qui est de plus en plus nécessaire. Dans ce que vous dites, il y a des choses qui me semblent assez contradictoires. Par exemple, vous dites aujourd'hui, ceux qui sont à Facebook cherchent à préserver leurs enfants de ça. Et donc, ils se rendent compte que finalement, il y a des effets négatifs et il y a un système d'addiction qui se met en place. Et vous dites aussi que c'est moins grave, l'addiction à Facebook et aux notifications et aux mobilettes électriques, que l'addiction au pétrole. Moi, il me semble que c'est beaucoup plus grave parce que c'est beaucoup plus interconnecté, justement. Et que, en mettant en place votre trottinette électrique, vous rendez pas juste, enfin, vous rendez aussi nécessaire l'utilisation d'un smartphone. Oui, et ça alimente aussi l'addiction à ça, en fait. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intriqué que juste du plastique qui repose sur du hardware, en fait. Ouais. Je comprends ce que vous dites. Moi, je pense que les choses comme, par exemple, les réseaux sociaux, sont des choses qui sont contrôlées par des êtres humains qui, fondamentalement, veulent le bien-être de la société. Et qui sont capables de faire évoluer leur software, leurs outils, par exemple avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, pour faire certaines tâches, comme par exemple essayer de retirer les fake news. La raison pour laquelle je parlais du plastique et du pétrole, c'est que je pense que ça, c'est vraiment deux innovations majeures dans l'histoire de l'humanité, dans lesquelles ça va être pour revenir en arrière sur certaines conséquences ultra négatives de ces choses-là, ça va prendre peut-être des décennies et des milliards de personnes. Alors que, par exemple, si je suis Google, ou si je suis YouTube, ou si je suis Facebook, et je vois des choses qui sont plutôt négatives, j'ai encore, en tant que chef d'entreprise, j'ai encore la possibilité de mettre en place les ressources pour changer ça. Ça sera très facile pour un YouTube, pour un Google, pour un Facebook, pour tous ces services. C'est compliqué hein, d'évoluer, mais de prévenir les abus ou les défauts que vous décrivez, c'est quelque chose qui est dans le domaine du possible. Et la plupart d'entre eux, ils travaillent très dur. Aller ramasser le plastique au fond de l'océan, c'est beaucoup plus compliqué. Alors il faut lancer votre entreprise pour le faire. Et moi, je vous financerai. Faut-il vraiment opposer les intérêts des entreprises et la volonté éthique, puisque finalement, mettre en place des garde-fous ou faire des mesures de sécurité, ça a un intérêt publicitaire premier. Et c'est aussi de la communication commerciale que de mettre en place justement des systèmes de sécurité ou de préservation de l'utilisateur, ou de la communication éthique. Mais que ce soit les services digitaux ou pas, quand on lance des nouveaux produits, on essaie de les rendre le plus sûrs possible. C'est pareil, je sais pas, moi, des shampoings. Mais ça fait partie du système de communication et de commercialisation du marché. Donc, quasiment personne n'a intérêt à mettre un truc qui ne sert à rien ou qui est dangereux dans les mains des utilisateurs.
On va prendre une question là-bas, on va faire tourner un petit peu. Moi, c'est les grands nombres qui me terrorisent. Quand certains services disent qu'ils ont 1 milliard d'utilisateurs, ou 2 ou 12 milliards. Enfin, les grands nombres qui sont annoncés comme nombre d'utilisateurs ou nombre de connectés, est-ce que c'est pas une grande partie de l'invention ou une grande partie des comptes qui ont été créés une fois, utilisés une fois, puis jamais pu utiliser, enfin, qui sont... Quels sont les vrais nombres de vrais utilisateurs humains de ces services? C'est pas humain. Ma compréhension, c'est que les nombres qui sont publiés par des entreprises sont en général des nombres réels, c'est-à-dire ça correspond à des gens qui sont actifs sur le service. Chacun peut définir ce qu'est un utilisateur actif. Donc par exemple, dans le cas de Facebook, quand il parle de nombre d'actifs mensuels, c'est le nombre de clients qui se sont moins connectés une fois par mois. Oui, les chiffres sont importants, mais ça montre bien un changement de société. C'est un de ces tsunamis où il est drivé par les lois fondamentales que je décris. C'est pour ça que les chiffres sont si gros. Au niveau de l'espèce, c'est de savoir quel effet de si grand nombre de gens et les activités identiques. Il n'y a pas besoin de regarder très loin, hein, la télé. Combien de personnes ont regardé le match de foot, c'était quoi Tottenham, Liverpool. Je crois qu'ils sont tous eu un bon moment. Alors, on est dans le bibliothèque de maths, du coup, je vais continuer sur la métaphore. À force d'avoir des systèmes finalement orthogonaux qui petit à petit se rejoignent, avec par exemple Facebook qui a racheté Instagram et WhatsApp, est-ce qu'on n'arrive pas finalement à un système de vecteurs non libres, au sens où si Facebook demain se casse la gueule, ça va être des millions de business qui vont aussi se casser la gueule, et des millions de choses en fait qui vont aussi tous se casser la gueule. Du coup, est-ce que finalement c'est viable d'avoir un gros service comme ça, qui est utilisé pour plein de choses, et qui devient moins second finalement, avec peu d'alternatives En fait, je refais de là parce que moi je ne sais pas ce que c'est que tu peux peut-être l'expliquer après. Le vecteur non nul, c'est comment on pense ça s'appelle juste non libre. Non libre. Tu m'expliqueras. La dimension de l'espace vectoriel n'est pas égale à celle du nombre de vecteurs. Mon plus grand regret, c'est de ne pas être resté en maths. Non, ce qui est fascinant avec les services digitaux, c'est qu'il y a cette évolution est continue. En fait, est continue. Il y a des services qui étaient essentiels pour certains. Quand Lionel et moi on était ici, Yahoo c'était the best thing ever. On pouvait trouver, il y avait des portails, on n'avait pas Google, hein. Et les portails qui nous donnaient la liste des papiers publiés chaque mois. Je ne sais pas si tu te rends compte, magique. Il n'y avait même pas de mots-clés. Il fallait faire tout l'index. Et regarder tous les abstracts. Et on trouvait ça génial. Et donc ce service-là de directory basé sur les... Il disparaît parce que maintenant tu fais Google Papers et c'est rien. Donc en fait c'est des services qui sont créés et puis qui sont ensuite écrasés par d'autres services. Globalement, l'ensemble des services disponibles aux consommateurs, à l'utilisateur final, est toujours à la pointe de la technologie et tu auras toujours des trucs mieux. Je trouve ça tout à fait naturel que les services disparaissent derrière parce qu'il y a mieux plus tard. Ce que je voulais dire, c'était plutôt que là, si on regarde au niveau de l'informatique, on a 4 acteurs qui sont américains. Et dans le cadre par exemple de Facebook, il y a eu il y a 2 semaines un fondateur qui a dit que ce serait mieux de démanteler en fait cette entreprise. Tu auras toujours ces polémiques. Je pense que par exemple, tu prends toutes les grosses industries qui sont été créées, l'aéronautique, l'automobile, le fashion, ces moments où tu as quelques acteurs et puis le lendemain tu en as 18. Il faut zoom out et puis regarder ça sur la durée. Et je pense que vu le nombre de personnes qui s'orientent vers les carrières informatiques, vu le nombre de services qui sont créés, ce monopole que tu décris, il ne va pas rester. Une dernière question peut-être? 2 dernières? Alors je change un peu de sujet quand même. Vous aviez parlé d'un grand marché pour qu'un service orthogonal puisse se développer. Qu'est-ce qu'un grand marché? 1 million de personnes? 10 millions de personnes? La planète? Non, il faut toujours s'adresser à des besoins qui sont fondamentaux et qui vont exprimer un bénéfice. J'aime pas le terme bénéfice parce que c'est pas l'objectif financier, mais un bienfait, comme on dit, bénéfice. Un avantage. Un avantage, merci.
un avantage pour la personne qui va l'utiliser, que ce soit une personne physique, une petite entreprise ou une grosse entreprise. Souvent, parfois, les gens ne respectent pas les 4 règles que j'ai décrites. Et souvent, c'est parce qu'ils s'adressent à un marché qui est trop petit. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu fais un service pour aider les coiffeurs de France à prendre plus de rendez-vous, c'est trop petit comme marché. Une dernière. Oui, une petite dernière. Oui, bonsoir. Moi, il y a un mot que j'attendais un petit peu ce soir, que je n'ai pas du tout entendu, c'est le mot liberté. Quand on se lance sur les réseaux sociaux, on a une sensation de liberté complètement folle, en essayant de se faire des amis ou avoir des réseaux de plus en plus vastes. Quand on saute sur une trottinette, j'imagine qu'on a aussi ce sentiment de liberté, mais l'étape que vous décrivez, future, avec peut-être des objets connectés à l'intérieur du corps humain, je ne suis pas certaine qu'on ait tous envie de marcher plus vite ou de courir plus vite. Est-ce que quand vous imaginez ces solutions-là, vous pensez à la liberté de l'être humain? Moi, je vous invite à rencontrer des gens qui ont malheureusement, depuis toujours ou à la suite d'un accident, été paralysés. L'idée d'avoir un exosquelette qui leur permettrait de revivre, ça c'est la liberté. Et ça c'est magique. Merci beaucoup. Je crois qu'on va conclure là-dessus et remercier Henri.